C'est ici que ces mensonges prennent fin. Vous avez déjà vu quelqu'un que vous aimez s'exercer à pleurer pour de faux devant un miroir à 3 heures du matin? C'est ce que j'ai vu sur mes caméras de surveillance quand tout a commencé à partir en vrille. Je suis Marcus Sullivan, 41 ans. Je dirige Sullivan Logistique ici à Nashville depuis 10 ans. J'ai commencé avec la vieille camionnette de livraison de mon père après sa mort. Un AVC carabiné à 56 ans. Il s'est effondré sur le siège conducteur. Maintenant, je gère 23 camions et j'encaisse environ 3,2 millions par an. Pas mal pour un gars qui a démarré avec une camionnette déglinguée et une montagne de dettes. Mais revenons à cette histoire de miroir, parce que c'est là que j'ai compris que Rachel ne faisait pas juste une dépression. Elle s'entraînait. Debout dans sa chemise de nuit, elle grimaçait des expressions tristes et effrayées, puis elle se regardait, puis elle recommençait avec des angles et des émotions différents. Comme une actrice qui se prépare pour le soir de la première. J'avais installé un système de sécurité au Newell complet environ 7 mois plus tôt. 10 caméras HD avec infrarouge, un truc de stockage réseau de 5 téraoctets, sauvegarde automatique sur le cloud toutes les 12 heures avec cryptage de niveau militaire. Notre compagnie d'assurance a réduit notre prime de 18% parce qu'on avait ça, ce qui nous faisait économiser environ 4 000 $ par an sur une entreprise avec plus de 2,5 millions d'actifs. Tout le système m'a coûté environ 4 500 $. Quand vous faites du fret à travers 4 États, c'est rentabilisé en un an. Ces caméras n'étaient pas censées surprendre ma femme en train de s'exercer à mentir. Elles étaient là pour nous protéger après qu'on ait eu un cambriolage dans l'entrepôt. Des types ont essayé d'arracher les câbles de nos unités climatisées. Mais les systèmes de sécurité modernes enregistrent tout dans les espaces partagés, y compris le couloir devant notre chambre, où elle pensait que personne ne la verrait. Rachel et moi étions mariés depuis 9 ans. Je l'ai rencontrée quand elle était assistante juridique chez Morrison & Associates Downtown. Rien à voir avec mon entreprise, même si les noms se ressemblent. Elle était intelligente et ambitieuse, elle voulait faire des études de droit et ouvrir son propre cabinet un jour. J'étais à fond pour ça. J'ai payé ses cours préparatoires à la fac de droit 2 fois et je l'ai aidé à postuler à 4 écoles, y compris Vanderbilt et Belmont. Rien n'a marché. Ses notes étaient correctes, mais pas extraordinaires, et la fac de droit coûte une blinde. Après le 2e refus, elle a juste arrêté de bosser. Elle a dit qu'elle regardait d'autres options, qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voulait faire. Ces options semblaient impliquer de passer toute la journée à regarder des annonces de biens immobiliers commerciaux et à parler à des avocats de la façon de protéger les actifs et d'évaluer une entreprise. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle cherchait des investissements pour notre avenir. On devrait peut-être se lancer dans l'immobilier commercial, disait-elle. Ça me semblait bien sur le moment. Les entreprises de transport ont besoin d'entrepôts, et Nashville a un tas de propriétés industrielles bon marché près de la rivière. Le secteur de la logistique avait été très bon pour nous. On a commencé avec des livraisons de meubles locales pour 5 magasins à East Nashville. Maintenant, on gère du fret en chargement partiel pour FedEx Ground, 3 grandes entreprises d'électroménager, et on venait de décrocher un contrat avec un distributeur de médicaments qui expédie dans tout le sud. L'année dernière, on a fait environ 470 000 $ de bénéfices après les dépenses, les impôts et les paiements du matériel, sans compter la valeur de nos camions et de l'entrepôt qu'on a acheté en 2018. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point la logistique est compliquée. Ce n'est pas juste déplacer des trucs d'un endroit à un autre. Il faut gérer les règles du ministère des Transports, les normes de permis poids lourds, les prix du carburant qui font un bond de 25% en quelques mois, l'assurance qui bouffe 12% de votre chiffre d'affaires, et le taux de rotation des chauffeurs qui est en moyenne de 35% dans tout le secteur. On avait de la chance de maintenir le nôtre autour de 18% en payant bien et en ayant une bonne assurance maladie. La concurrence est brutale. Vous avez des entreprises géantes comme Schneider et Werner qui cassent les prix parce qu'elles sont tellement grosses, des gars du coin qui bossent pour rien juste pour que leur camion roule, et des startups technologiques qui essaient de foutre le bordel dans tout le secteur du fret. En plus, vous êtes toujours à un accident d'une poursuite judiciaire qui pourrait vous ruiner si vous n'avez pas la bonne couverture. Le succès change les choses entre les gens. Rachel a commencé à poser des questions différentes il y a environ 8 mois. Pourquoi son nom n'était-il pas sur les comptes de l'entreprise? Pourquoi n'avait-elle pas son mot à dire dans l'achat de nouveaux matériels? Je lui ai dit que c'était plus simple pour les impôts, pour garder la structure de l'entreprise propre. Papa avait créé la SARL comme ça en 2004, et notre comptable, Jennifer Martinez, disait de ne pas changer ça sauf si on y était obligé.
Le Tennessee a de bonnes règles pour les SARL unipersonnels, et ajouter un conjoint peut compliquer les choses si les choses changent. Ça ne lui suffisait plus. Elle voulait tout savoir sur notre argent. Pas seulement le budget du ménage, mais les flux de trésorerie de l'entreprise, la valeur des actifs, l'amortissement. Bon, d'accord. Les couples mariés devraient parler d'argent. Mais quand votre femme commence à vous poser des questions sur les formules d'évaluation d'entreprise et à vous demander si les prêts sur le matériel sont assortis de garanties personnelles, ce n'est pas juste de la curiosité. C'est qu'elle prend des conseils auprès d'un pro. Les choses ont commencé à devenir bizarres avec Rach sur une période d'environ 4 mois. Elle gardait son téléphone écran contre la table au dîner, et ses conversations s'arrêtaient net quand j'entrais. Pendant les disputes, elle agissait comme si elle jouait la comédie pour quelqu'un qui n'était pas là. Et elle avait toujours ce sac de créateur énorme avec elle, jamais hors de portée. Le même sac pour lequel on s'était disputé quand elle avait claqué $1800 sans un mot. Je suis un type pragmatique. Si les chiffres ne collent pas au boulot, on vérifie tout. Si une machine se met à faire des bruits bizarres, on la démonte pour trouver le problème. Alors, quand votre femme se met à agir comme si elle auditionnait pour une pièce dont vous ignorez tout, vous vous renseignez. J'ai commencé à éplucher les journaux du système de sécurité. Le logiciel Honeywell enregistre chaque connexion, chaque fichier ouvert, chaque enregistrement téléchargé. C'est là que j'ai vu que Rach passait les enregistrements au peigne fin comme une folle. Le système affichait son nom d'utilisateur, se connectant à toute heure. 3 heures du matin pendant que je dormais, 16 heures quand j'étais dehors au dépôt à réparer du matériel. Elle avait maté des semaines d'images, en téléchargeant des bouts et des morceaux, en faisant ses propres copies de nos disputes et en les sauvegardant sur son ordinateur portable. J'ai ouvert un de ces fichiers et j'ai su qu'on était dans de sales draps. C'était un extrait d'une dispute qu'on avait eue à propos d'argent. Elle avait acheté ce sac à $1800 sans m'en parler. L'enregistrement original de 30 minutes contenait tous les détails. Je venais de rentrer du boulot après avoir géré un chauffeur qui avait eu un accrochage sur LI 65. J'ai vu le ticket de caisse sur le comptoir, et j'ai demandé si on pouvait parler des gros achats à l'avenir. On réinvestissait la plupart de notre argent dans l'entreprise, on essayait d'acheter 3 nouveaux Freightliner Cascadia pour pouvoir répondre à des appels d'offres pour des trajets plus longs, et la trésorerie était toujours tendue dans le transport routier. La conversation avait bien commencé. Je lui ai dit que j'étais inquiet à propos du contrat de fret Amazon qu'on visait. Ils offraient $600 000 sur 18 mois, mais ils voulaient la preuve de notre stabilité. Ils voulaient voir de l'argent en banque et de bons ratios d'endettement. 1800 balles ne nous ruineraient pas, mais il s'agissait de travailler ensemble. Elle s'est braquée, a dit que je la traitais comme une gamine, lui demandant la permission d'acheter des trucs. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ça. Il fallait juste qu'on se coordonne pour ne pas faire de chèques sans provision quand il faudrait payer les salaires. La situation a dégénéré à partir de là, comme ça arrive quand vous êtes tous les deux fatigués et stressés. Mais le fichier qu'elle avait sauvegardé ne contenait que la fin. Moi, en train de gueuler qu'elle était inconsciente avec notre argent. Elle, en train de pleurer et de me demander pourquoi j'étais aussi méchant. Rien de ce qui avait mené à ça. Elle montait nos disputes. J'ai passé les 4 heures suivantes à éplucher chaque fichier qu'elle avait touché. La même chose à chaque fois. Des disputes qui duraient 25 ou 35 minutes réduites à des clips de 90 secondes, me faisant passer pour un espèce de taré maniaque qui criait après sa femme sans raison. Le système de sécurité que j'avais installé pour protéger l'entreprise était utilisé contre moi. Le pire, c'était de voir à quel point tout était planifié. J'ai trouvé des vidéos d'elle en train de regarder de vieux enregistrements sur son ordinateur portable, en notant les mots qui déclenchaient mes réactions les plus fortes. Il y avait même une vidéo d'elle au téléphone avec quelqu'un, probablement un avocat, en train de discuter des clips qui rendraient le mieux au tribunal. Mais le clou du spectacle, c'était une conversation que j'avais complètement oubliée et qui remontait à 4 mois, quand elle pensait que j'étais à l'entrepôt en train de réparer un problème de réfrigération. Elle avait invité son amie Monica. Elles étaient assises dans notre salon, en train de parler de sa stratégie de divorce en détail. Le truc, c'est de le faire enrager devant la caméra, disait-elle à Monica, de le faire dire des trucs menaçants. Les juges adorent ça, surtout quand c'est un homme d'affaires qui réussit contre une femme apeurée. Monica lui a demandé si elle se sentait mal de mentir. Ce n'est pas mentir s'il est vraiment contrôle fric, a répondu Rachel. Je ne fais qu'aider la vérité à éclater d'une manière que les gens peuvent comprendre. C'est lui qui prend toutes les décisions financières. Il a acheté cette maison sans même me demander mon avis.
Il dirige cette entreprise comme si je n'existais pas. La conversation a duré 50 minutes. Elle a exposé tout son plan, de la fabrication des enregistrements au témoignage final au tribunal. Elle a même parlé de ce qu'elle espérait obtenir dans le cadre du règlement, la moitié de tout, plus des pensions alimentaires qui représenteraient pratiquement la totalité de mon salaire, et de ce qu'elle ferait de l'argent. Peut-être déménager à Atlanta, a-t-elle dit. Recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Personne n'était au courant de tout ça. J'avais tout sur bande. Son plan, ses mensonges, sa fraude. La seule question était de savoir comment le montrer sans avoir l'air d'avoir espionné ma femme. C'est là que j'ai appelé Daniel Richardson. Daniel était dans le transport routier depuis 35 ans. Il avait transformé Richardson Transport, qui était passé de 3 camions à une entreprise de 60 millions de dollars, avant de la revendre à JB Inc. en 2019. Il avait aussi vécu 2 divorces, tous 2 pénibles et coûteux. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que je traversais, c'était bien Daniel. On s'est retrouvé dans son steakhouse préféré en centre-ville. Le lendemain, je lui ai tout raconté. Les enregistrements, le montage, la conversation avec Monica. Daniel écoutait sans dire un mot, se contentant de secouer la tête de temps en temps. Marcus, dit-il quand j'eus fini, t'es dans le pétrin jusqu'au cou. Mais tu pourrais aussi avoir les preuves les plus solides que j'ai jamais vues dans une affaire comme celle-ci. Il repoussa son assiette et se pencha en avant. La question, c'est, est-ce que t'es prêt à te battre? Parce qu'une fois que t'as emprunté cette voie, y a pas de retour en arrière. Elle va t'attaquer avec tout ce qu'elle a. Daniel s'était battu contre sa deuxième femme, Catherine, pendant 4 ans à propos de leurs affaires. Elle a prétendu avoir subi un traumatisme émotionnel, a dit que le stress d'être marié à un bourreau de travail du transport lui causait de l'anxiété et une dépression. Ça m'a coûté 2 300 000 $ dans le règlement, plus 600 000 $ de frais juridiques. La différence, c'est que, dit Daniel, t'as la preuve qu'elle ment. Moi, j'avais juste ma parole contre la sienne. Il me donna le nom de son avocat, Robert Chen, qui s'était occupé de ces 2 divorces et connaissait tous les trucs et astuces. Robert est cher, mais il vaut chaque centime. Dis-lui que je t'envoie. J'ai aussi parlé à Tyler Morgan, mon directeur des opérations, qui travaille dans l'entreprise depuis 5 ans. Tyler avait gravi les échelons, de chauffeur à répartiteur, puis aux opérations, donc il connaissait le métier sur le bout des doigts. Plus important encore, il avait vu comment Rachel se comportait au bureau quand elle venait nous rendre visite. Patron, je veux pas abuser, dit Tyler quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, mais votre femme n'avait jamais l'air contente quand les affaires marchaient bien. La plupart des conjoints seraient fiers, mais elle agissait toujours comme si l'entreprise vous éloignait d'elle. Tyler avait remarqué d'autres choses aussi. Comment elle posait beaucoup de questions sur nos contrats et notre argent quand elle pensait que vous n'écoutiez pas. Comment elle pompait des infos à nos chauffeurs sur les itinéraires et les clients. Sur le moment, on a tous pensé qu'elle essayait juste de mieux comprendre le business. Elle m'a posé des questions sur l'assurance une fois, dit Tyler. Elle voulait savoir si vous étiez couvert en cas d'invalidité. Qu'est-ce qui arriverait à l'entreprise si quelque chose vous arrivait? C'est ce qu'elle a demandé. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour votre santé avec tout le stress que vous subissiez. C'était genre 3 semaines avant que vous fassiez installer le système de sécurité. Maintenant, tout s'emboîtait. Elle ne s'inquiétait pas pour ma santé. Elle cherchait des poux. J'ai appelé Robert Chen cet après-midi-là. Il a accepté de me rencontrer le lendemain, mais m'a prévenu que ses honoraires de base étaient de 18 000 $ d'avance. C'était juste. Si Daniel lui faisait confiance pour une entreprise de 60 millions de dollars, je pouvais lui faire confiance pour la mienne. Mais d'abord, il fallait que je me prépare. J'ai passé toute la nuit à sauvegarder tous les fichiers du système de sécurité à 3 endroits différents. Le cloud, un disque local crypté que je gardais dans le coffre-fort du bureau, et un autre disque que j'ai emmené chez Daniel pour le mettre en sécurité. Si Rachel voulait trafiquer les enregistrements, je m'assurerais d'avoir toutes les images, pas seulement celles qui, selon elle, l'aideraient. 4 semaines plus tard, elle est passée à l'action. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé des papiers de divorce sur le comptoir de la cuisine avec un mot disant qu'elle restait chez sa mère jusqu'à ce que je déménage. La requête faisait 15 pages, remplie d'accusations de violence émotionnelle, de manipulation financière et d'avoir fait de la maison un endroit hostile à vivre. Elle voulait la moitié de l'entreprise, la maison, les 2 voitures et des pensions alimentaires mensuelles qui boufferaient pratiquement tout mon salaire, plus les frais d'avocat.
Le langage était dur. Selon le dépôt, j'étais un homme d'affaires manipulateur qui utilisait son succès pour intimider et isoler sa femme. Je contrôlais chaque centime, l'empêchais de travailler et la faisais vivre dans la peur avec des menaces et des intimidations. Robert Chen a lu la requête pendant que j'attendais dans son bureau, émettant quelques bruits sceptiques. Elle prétend avoir des preuves vidéo, dit-il finalement. Elle dit que vous l'avez menacée plusieurs fois, que vous avez installé une surveillance pour l'espionner. Mon estomac se noie. Je savais exactement quel enregistrement elle avait. Elle a le droit de faire ça, demandai-je. Si elle peut prouver ce qu'elle dit, oui. Le Tennessee n'est peut-être pas un État sans faute en ce qui concerne le partage des biens, mais les allégations de violence changent tout. Il feuilleta les pages. Mais Marcus, j'ai déjà vu des affaires comme celle-ci. La clé, ça va être le contexte. Dans les 10 jours, nos comptes joints ont été gelés. L'avocate de Rachel, Patricia Dawson, avait déposé une requête d'urgence affirmant que je pourrais cacher des biens ou me venger financièrement de ma femme. Le juge a accepté. En attendant une audience complète. J'ai dû emprunter de l'argent sur le compte de l'entreprise pour payer mon propre avocat et couvrir les dépenses de base. C'est là que les affaires ont vraiment commencé à prendre un coup. Les nouvelles vont vite dans le milieu de la logistique, surtout à Nashville, où tout le monde connaît tout le monde. Notre répartiteur a commencé à recevoir des appels de chauffeurs, qui voulaient savoir si leur chèque de paie était en sécurité. 2 de nos plus gros clients, le distributeur de médicaments et l'un des grossistes en électroménager, ont commencé à s'enquérir de notre santé financière. Le contrat avec Amazon, sur lequel on bossait depuis 8 mois, s'est brutalement refroidi. Leur responsable des achats, qui était super emballé par notre proposition, a arrêté de répondre à mes emails. Un matin, Tyler m'a pris à part et m'a dit qu'il avait entendu dire dans le secteur qu'ils étaient réticents à l'idée de travailler avec une entreprise dont le propriétaire traversait un divorce merdique. Patron, les gars s'inquiètent, m'a dit Tyler. Ils entendent des histoires de comptes gelés et de procès, et certains d'entre eux reçoivent déjà des appels de Nashville Freight System qui leur proposent des postes. Nashville Freight System était notre principal concurrent en ville, dirigé par un type nommé Frank Morrison, qui essayait de nous piquer nos contrats depuis 4 ans. Il était connu pour jouer sale, nous cassant les prix juste ce qu'il fallait pour gagner les contrats, puis les augmentant en flèche une fois qu'il les avait verrouillés. Daniel Richardson m'a appelé cette même semaine. Marcus, faut que tu comprennes un truc. Dans ce milieu, l'image, c'est tout. Tes clients ont besoin d'être sûrs que leurs marchandises arriveront à temps, à chaque fois. S'ils pensent que tu gères des merdes personnelles, ils iront voir ailleurs. Il avait raison, et ça m'a fait plus chier que tout ce qui s'était passé depuis le début de ce bordel. J'avais bossé 10 ans à raison de 18 heures par jour pour construire cette boîte. J'avais raté des moments en famille, pas de vacances, planté des amis pour m'assurer que chaque livraison arrive à temps et que chaque client soit satisfait. Maintenant, Rachel essayait de tout détruire avec des mensonges et des vidéos charcutées. Son plan est devenu clair au cours des 6 semaines suivantes. Patricia Dawson était connue comme l'une des avocates spécialisées dans les divorces les plus coriaces de Nashville. Elle s'occupait de divorces pourris, à enjeux financiers élevés, où ils alléguaient des violences psychologiques, et elle en gagnait pas mal. Elle a fait gagner à l'ex-femme d'un promoteur immobilier la moitié de sa société, plus 1 200 000 $ en espèces. Une autre fois, elle a fait payer une pension alimentaire pendant 20 ans à un restaurateur. Il voulait essayer la médiation avant le tribunal, persuadé d'avoir toutes les cartes en main. C'était prévu un jeudi après-midi au cabinet de Dawson. Rachel était assise en face de moi, avec trop de maquillage qui la vieillissait, comme si elle n'avait pas dormi. Elle ne me regardait pas, jouant à la perfection la femme blessée. Dawson a étalé des papiers sur la table comme si elle distribuait des cartes. Ma cliente a la preuve de violence psychologique croissante au cours des 18 derniers mois, a-t-elle dit. Nous avons des enregistrements qui montrent clairement que M. Sullivan utilise des menaces pour contrôler ma cliente. Nous aimerions voir ces enregistrements, a dit Robert. En temps voulu. Tout d'abord, parlons d'un accord équitable qui compense ce que ma cliente a enduré. Leur offre, c'était la moitié de l'entreprise, qu'ils disaient valoir 2 100 000 $ sur la base d'un rapport qu'ils avaient payé. La maison, les 2 voitures, même la vieille montre de papa que Rachel disait toujours être de la camelote mais qui valait maintenant 4 000 $. Si j'acceptais, j'éviterais un long procès qui traînerait notre vie privée devant les tribunaux. Ce n'est pas un accord, a dit Robert. C'est du chantage. Dawson a souri.
C'est justice pour une femme qu'on a réduite au silence pendant trop longtemps. Ma cliente témoignera de longues années de violences psychologiques, de contrôle financier et de menaces. Les enregistrements parlent d'eux-mêmes. La médiation a échoué. Le procès était dans cette semaine. Pendant ce temps, Rachel a assuré son rôle à merveille. Elle a commencé une thérapie pour traumatisme chez un psy spécialisé dans les cas de violence conjugale, a obtenu une ordonnance restrictive qui m'a obligé à emménager dans un Marriott près de l'aéroport, a posté des trucs sur les réseaux sociaux à propos du fait de trouver sa voie et de quitter une mauvaise relation. Le Nashville Business Chronicle a publié un court article sur le divorce et les allégations de violence. Rien de précis, mais suffisamment pour que les gens du secteur commencent à poser des questions. J'ai commencé à recevoir ces regards en réunion, comme si les gens se demandaient ce qui s'était vraiment passé. Je passais toutes mes nuits dans cette chambre d'hôtel à regarder nos vidéos de surveillance avec un bloc-notes et un chronomètre, notant chaque conversation qu'elle avait enregistrée, ce qu'elle avait laissé dedans, et ce qu'elle avait coupé. Robert a engagé une experte en numérique, le docteur Patricia Holmes, qui examinait les preuves vidéo pour les tribunaux. Le docteur Holmes a prouvé ce que je savais déjà. Les fichiers que Rachel avait étaient des versions modifiées d'enregistrements plus longs. Elle pouvait le prouver grâce aux informations des fichiers et aux horodatages. Mieux encore, elle pouvait montrer que les fichiers originaux étaient toujours sur les serveurs de sauvegarde de notre système de sécurité. 3 jours avant le procès, Robert a appelé avec des nouvelles qui m'ont mis le sang à l'ébullition. Ils ont déposé de nouvelles preuves. Une vidéo de toi qui la menace de lui faire payer si elle te quittait. Je me souvenais de cette dispute, et je savais à quel point ça allait être moche. On s'est retrouvé au bureau de Robert ce soir-là. Il a lancé la vidéo sur son portable. Et là, c'était moi, dans notre salon, pointant Rachel du doigt et lui disant « Si tu franchis cette porte, tu vas le payer. Je te le promets. » C'était horrible à voir, et encore pire à entendre. J'avais le visage rouge, et ma voix était forte et méchante. Rachel était dos au mur, elle pleurait, elle avait l'air terrifiée. Mais je me souvenais de ce qui s'était passé après. Juste après avoir dit ça, je m'étais excusé. J'avais dit que je voulais dire qu'elle regretterait d'avoir raté l'anniversaire de sa mère. Pas que je lui ferais du mal. On avait fini par s'arranger, et on avait même ri de la façon dont on avait tous les deux paniqué à cause de problèmes familiaux. Il est tout, le reste, j'ai demandé. Robert a arrêté la vidéo. C'est tout ce qu'ils ont envoyé, environ 80 secondes. La dispute a duré 25 minutes, et je me suis excusé juste après. C'est là que j'ai compris que Rachel avait fait une grosse erreur. Elle était tellement occupée à me faire passer pour un monstre qu'elle avait oublié un truc concernant notre système de sécurité. J'ai accès aux fichiers originaux, j'ai dit. Pas seulement aux copies qu'elle a téléchargées et modifiées, mais aux images brutes du serveur principal du système de sécurité. Tout est automatiquement sauvegardé sur un serveur cloud externe pour l'assurance. Robert s'est penché en avant. Version complète de quoi? De chaque conversation qu'elle a enregistrée, de chaque dispute qu'elle a tronquée. Toute l'histoire qu'elle a cachée pour me faire passer pour un homme violent. Le procès a commencé un mardi matin de septembre. C'est la juge Victoria Martinez qui était chargée de l'affaire. Elle était connue pour être juste, mais elle n'aimait pas les jeux. La salle d'audience était bondée. Le bruit avait couru au sujet de l'affaire, et un tas de chefs d'entreprise du coin étaient là pour voir ce qui allait se passer. Daniel Richardson était dans la galerie avec 3 autres types qui dirigeaient des entreprises de logistique, ils connaissaient ma réputation. Tyler Morgan avait pris sa matinée pour témoigner si besoin était. Même le docteur Holmes, notre experte en informatique forensique, était prête avec son matériel. Patricia Dawson a commencé le plaidoyer de Rachel, dépeignant une situation qui ne cessait de s'aggraver, en utilisant des extraits de vidéos qu'elle avait triés sur le volet. Chaque extrait était affreux pris séparément. Moi qui gueulais à propos de l'argent, qui claquait une porte quand on se disputait, qui disait à Rachel qu'elle était déraisonnable et égoïste. Mesdames et messieurs, a déclaré Dawson dans son exposé liminaire, vous allez assister à la preuve d'un schéma de violence psychologique qui s'est aggravé au fil des mois. Monsieur Sullivan a utilisé son argent et son pouvoir pour effrayer et isoler sa femme. Rachel s'est avancée à la barre, vêtue d'une robe simple et presque sans maquillage, jouant parfaitement la victime. Elle a parlé à voix basse de son sentiment d'être piégée dans un mariage avec un homme qui contrôlait tout. Il a mis ses caméras partout, a-t-elle dit, sa voix presque un murmure. Il disait que c'était pour la sécurité, mais j'avais l'impression qu'il me surveillait,
qu'il attendait que je fasse une erreur. Dawson a repassé la vidéo, celle où j'avais l'air menaçant. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez ressenti quand votre mari vous a dit ça? Terrifiée, a murmuré Rachel, les larmes coulant sur son visage. Je savais qu'il le pensait. Que j'allais lui faire du mal si elle essayait de partir. C'était une sacrée actrice. Même moi, j'y ai presque cru, assis là à la table de la défense. Elle avait répété ça pendant des mois, peaufinant chaque geste et chaque mot. Puis Robert a commencé son contre-interrogatoire. Il a commencé doucement, posant des questions simples sur le système de sécurité, quand il avait été installé, pourquoi, qui s'en occupait. Il a bien précisé que c'était moi qui l'avais payé, que je l'avais installé moi-même, et que j'avais accès à tout. Madame Sullivan, a dit Robert, vous avez dit que vous aviez l'impression que ces caméras avaient été installées pour vous surveiller. Mais n'est-il pas vrai que ce système a été installé après qu'un cambriolage ait eu lieu dans l'entrepôt de votre mari? Je suppose, mais... Et n'est-il pas vrai que les systèmes comme celui-ci sont courants dans le secteur de la logistique à des fins d'assurance? Dawson a protesté, mais la juge Martinez a maintenu la question. Madame Sullivan, avez-vous déjà consulté vous-même des enregistrements provenant de ce système de sécurité? C'est laquelle a commencé à craquer. Elle a regardé Dawson, paniquée. Je ne comprends pas, Robert a sorti les journaux d'accès que le docteur Holmes avait examinés. Votre honneur, je tiens à démontrer que Madame Sullivan a consulté le système de sécurité 53 fois en 8 mois, téléchargeant et modifiant certains enregistrements. Objection. Dawson s'est levé. Cela n'a rien à voir avec les allégations de violence. En fait, a dit Robert, cela a tout à voir avec la possibilité de croire ce qu'elle dit. La juge Martinez a examiné les journaux. Objection rejetée. Continuez, maître Chen. C'est alors que Robert a diffusé l'enregistrement complet de la première dispute. L'histoire de l'anniversaire de sa mère. Mais cette fois, il a inclus le moment où je me suis excusé tout de suite et où on s'est réconcilié. Avec l'histoire complète, il était clair que je parlais du fait qu'elle manquait à un événement familial, et non que je la menaçais. Comme vous pouvez le constater, votre honneur, a expliqué Robert, les propos de l'accusé ont été extraits d'une conversation plus longue, où il a précisé ce qu'il voulait dire et s'est excusé. La version de la plaignante omet cela délibérément. On a passé en revue chaque enregistrement, un par un. Chaque extrait qu'elle avait modifié, suivi de la conversation entière. Chaque accusation de violence, suivi de la preuve qu'elle avait trafiqué les choses ou déclenché la dispute. Mais le moment décisif, c'était quand Robert a diffusé l'échange entre Rachel et Monica. Sa propre voix, expliquant comment elle essaierait de me faire passer pour fou pour pouvoir obtenir tout ce qu'elle voulait. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. La juge Martinez a demandé à écouter l'enregistrement elle-même, au casque, pour être sûre de bien entendre. Le truc, c'est de le mettre en colère, disait la voix de Rachel à travers les haut-parleurs. Les juges, ils réagissent à ça, surtout quand c'est un chef d'entreprise qui a réussi contre une pauvre femme apeurée. Dawson a essayé de s'y opposer, prétextant que l'enregistrement ne pouvait pas être utilisé car Rachel ignorait qu'elle était enregistrée. Mais Robert était prêt. Votre honneur, la plaignante a utilisé des enregistrements faits à l'insu de mon client pendant toute la durée de ce procès. Elle ne peut pas prétendre que les enregistrements clandestins sont acceptables quand ça l'arrange, mais pas quand ça ne l'arrange pas. La juge Martinez était d'accord. L'enregistrement a été maintenu. Une fois que Robert eut terminé, je me suis levé. Votre honneur, j'aimerais ajouter quelque chose. La salle d'audience essayait encore d'assimiler tout ça. Rachel était figée à la table de la plaignante, son numéro de victime qui s'effondrait. Ma femme est entrée dans cette salle d'audience avec des vidéos trafiquées, de fausses larmes et une histoire pour ruiner ma réputation et voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. J'ai dit. Elle pensait que j'étais trop con pour voir ce qu'elle manigançait. J'ai sorti le dossier avec les captures d'écran des logs du système de sécurité. Elle montre chaque fois qu'elle a consulté nos enregistrements de sécurité au cours des 8 derniers mois. Chaque fichier qu'elle a téléchargé, chaque conversation qu'elle a modifiée. Ce n'était pas une femme désespérée qui documentait des violences. C'était une fraude préméditée. La juge Martinez a examiné les logs d'accès, les comparant aux dates des incidents. C'était flagrant. J'ai continué l'enregistrement de sa conversation stratégique avec son ami. La preuve que c'était une fraude planifiée. Elle n'a jamais écrit des notes de mauvaise utilisation. Elle a tout simulé.
Dawson a tenté une dernière fois, mais la juge Martinez en avait assez. Maître, votre cliente a présenté de fausses preuves flagrantes à ce tribunal. C'est un faux témoignage, et c'est un outrage, a-t-elle déclaré. Je rejette cette affaire sur le champ. Le marteau s'est abattu. Crac. Le silence est revenu dans la salle d'audience. Daniel Richardson a commencé à applaudir depuis la galerie. Puis d'autres chefs d'entreprise se sont joints à lui. Tout s'est passé très vite. La juge Martinez a transmis le dossier de Rachel au procureur pour qu'elle soit inculpée. Mes comptes ont été débloqués en moins d'une semaine. Rachel ne perdait pas seulement le divorce, elle devait aussi faire face à d'énormes frais juridiques des deux côtés. Elle a fini par plaider coupable à une accusation moins grave pour éviter la prison. Elle a écopé d'une probation, de travaux d'intérêt général et d'un casier judiciaire à vie. Ses rêves d'école de droit? Balayés avec la condamnation. L'entreprise a rebondi plus vite que je ne le pensais. L'accord avec Amazon a été conclu 3 semaines après le procès. Apparemment, ils attendaient de voir comment tout ça allait se terminer. Le bouche-à-oreille a fonctionné dans le milieu de la logistique à propos de ce qui s'était réellement passé, et nous avons décroché 4 nouveaux comptes auprès de concurrents de Nashville Freight System. 8 mois plus tard, j'ai acheté une nouvelle maison en dehors de Nashville, plus près de l'entrepôt. J'ai quand même gardé le système de sécurité. Vieilles habitudes, vous voyez? Le procès m'a appris à tout documenter. Le pire, ce n'était pas la trahison, ni les factures, ni même le stress. C'était de réaliser depuis combien de temps elle complotait, comment elle m'avait observé, comment elle avait décelé mes faiblesses. Mais parfois, les gens qui pensent vous connaître le mieux sont ceux qui ne voient pas ce que vous êtes capable de faire quand vous vous battez pour tout. Aujourd'hui, Sullivan Logistics se porte mieux que jamais. 27 camions maintenant, de nouveaux contrats dans 5 États, et une réputation qu'on ne peut pas acheter. J'ai appris que la technologie n'est aussi efficace que la personne qui l'utilise. Et si vous comptez tripoter des enregistrements, vous feriez mieux d'avoir toute la séquence, pas seulement les parties qui vous arrangent. La confiance se construit avec le temps, mais être prêt et avoir des preuves. C'est ce qui vous sauve quand la confiance est brisée.